Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Si Atypique et j'ai le plaisir d'accueillir Cathy. Cathy ce soir qui va venir nous parler des yeux. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, bien sûr. Bonsoir Adrien. Déjà, merci beaucoup de m'inviter donc sur ce podcast, sur ce sujet qui me passionne. Alors moi, voilà, je suis Cathy Bernard, je suis orthoptiste passionnée par son métier et je suis spécialisée en posturologie, dans les troubles des apprentissages et en basse vision aussi. Je travaille à l'hôpital. Oui, pardon, je t'ai coupé. Ah non, oui, je disais ok, c'est Ouais. cool. Je travaille à l'hôpital les 15-20 à Paris et puis je travaille également en cabinet libéral en pluridisciplinaire. Je vais raconter un tout petit peu mon parcours parce que c'est un petit peu atypique puisque j'ai démarré très tôt en fait. J'ai travaillé très tôt dans un centre pluridisciplinaire qui était dédié aux soins de la dyslexie et des troubles des apprentissages pardon et de la posture, aux soins de la dyslexie et de la posture. Et moi, quand je suis arrivée dans ce centre, au tout début, en fait, j'y connaissais absolument rien en posturologie. Donc, j'ai vraiment été formée sur le tas par les ophtalmos, les médecins et les podologues posturologues qui travaillaient dans ce centre. Mais c'est vrai que, en fait, cette approche, ça m'a parlé tout de suite parce que moi-même, j'ai été diagnostiquée tardivement, mais j'ai été diagnostiquée dyslexique sévère. Voilà, et c'était passé un peu à la trappe parce que j'avais compensé par d'autres capacités. Mais voilà, donc j'avais une dyslexie sévère, des troubles de l'attention et des douleurs chroniques au dos. Donc ça m'a vraiment, cette approche m'a vraiment parlé. Donc ensuite, je me suis formée aussi en parallèle en posturologie. Je me suis formée au réflexe archaïque aussi et en thérapie neurosensorielle. Et puis aujourd'hui, j'enseigne la posturologie aux étudiants orthoptistes et j'enseigne également dans des centres de formation privés le lien entre les yeux et le reste du corps, donc à d'autres corps de métier médicaux, paramédicaux. Voilà, donc j'ai une approche qui est volontairement globale parce que les yeux travaillent pas et ne fonctionnent pas tout seuls, hein, voilà. Et puis très rapidement, en fait, quand on comprend ça et qu'on arrête de saucissonner les patients et qu'on comprend que tous les systèmes sensoriels se parlent et fonctionnent ensemble. C'est magique, ça ouvre à des choses extra, on n'a plus envie d'en partir et voilà, et c'est vraiment un domaine qui est passionnant, qui me passionne et donc depuis 20 ans, là, je travaille vraiment avec toujours cette idée en tête quand je suis face à un patient, c'est cette question qui me revient tout le temps, c'est: «Est-ce que le cerveau de mon patient reçoit les bonnes informations sensorielles et à quel prix?» Voilà. C'est très passionnant, c'est super, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait en off juste avant qu'on commence le podcast où travailler de manière pluridisciplinaire, c'est vraiment important parce que de toute façon quand il y a une problématique de posture, quand les gens ils ont des tensions, des blessures, des limitations dans leurs mouvements, c'est jamais dû à une seule cause et c'est Mmh. souvent une multitude de choses qu'il va falloir aller checker en amont. Et donc c'est vraiment intéressant parce que je pense que l'orthopsie, malheureusement, c'est un grand oublié chez la plupart des gens et c'est pour ça que je tenais vraiment à t'accueillir ce soir. Donc merci beaucoup. Je te remercie, je te remercie. Il y a plein de choses à dire. En Ouais, effet, c'est carrément. vrai que c'est un grand oublié, hein, vraiment, c'est en train de changer quand même. C'est vrai que le métier d'orthoptiste, c'est un métier qui est quand même assez récent et donc au début, on était vraiment plus sur le côté strabologie, hein, et maintenant c'est vraiment en train d'évoluer vers plein d'autres domaines donc voilà, il faut le dire, il faut le faire connaître. Mmh. Ok. C'est vrai que on entend parler de plusieurs professionnels au niveau de la vision. On entend parler d'ophtalmologue, qui est très connu, d'orthoptiste et aussi d'optométriste. Est-ce que tu pourrais Oui, nous dire la différence entre ces trois métiers? ouais, bien sûr. Alors l'ophtalmologiste, c'est le médecin. Donc il a fait médecine déjà. Il s'occupe plutôt des troubles organiques et des maladies des yeux, on va dire. Il est aussi capable, il est capable, oui, il est très capable de faire des examens réfractifs et de prescrire des lunettes. Hem, donc il s'occupe de la des maladies des yeux, mais aussi évidemment de tous les problèmes qu'on peut retrouver aussi sur le trajet de l'information qui va des yeux jusqu'au cerveau, bien sûr.
Et puis donc il est médecin. L'optométriste, si je ne dis pas de bêtises, de base, donc il est de formation d'opticien, et ensuite il se spécialise, je crois qu'ils font un master en optométrie, où là ils apprennent plein d'autres choses, parce que c'est vrai que le métier d'opticien, c'est bon, c'est beaucoup de physique optique, mais c'est aussi un métier de commerce. Et je pense que quand ils font le master ensuite d'optométrie, ils rentrent aussi dans le côté pathologie de l'œil, etc. Et, euh, et donc, les optométristes sont excellents aussi, et enfin, je dirais même meilleurs que nous avec les ophtalmos en réfraction et en détermination du besoin en lunettes. Nous, les orthoptistes, nous sommes donc des paramédicaux. On s'occupe vraiment de la vision binoculaire, du fonctionnement des deux yeux ensemble, ça c'est la base. On est maintenant formé aussi à tous les examens complémentaires d'ophtalmologie, puisque les ophtalmos deviennent beaucoup des chirurgiens. Et donc voilà, l'orthoptiste maintenant vient en aide aussi en pré-consultation ophtalmo, avec tous les examens complémentaires d'ophtalmologie. Et puis on est formé aussi, on a le droit de prescription des lunettes maintenant. Voilà, donc on fait aussi des examens de réfraction, on prescrit les lunettes. Voilà, et puis après, il y a plein de spécialisations en orthopsie, mais voilà, pour la différence entre ces trois métiers. Donc finalement, c'est très complémentaire de travailler dans le cadre d'un suivi, s'il y a une problématique, de se dire bah, il faudrait passer chez ces professionnels pour avoir un bilan complet de l'œil. Absolument, mais tu sais, dans la formation d'orthopsie, donc moi je travaille à l'hôpital des 15-20 et je reçois les stagiaires en orthoptie, je les forme sur la pratique vraiment. Et il y a beaucoup d'optométristes qui se sont reconvertis en orthoptie, parce que malheureusement pour eux c'est pas reconnu là en France, et donc c'est un peu plus compliqué pour eux d'exercer alors qu'ils sont excellents. Enfin, c'est vraiment complémentaire, quoi. Et je trouve que un optométriste qui fait en plus de l'orthopsie, il a toutes les données en main, c'est extra, quoi. Mm. Super. Et est-ce que tu peux nous expliquer, vous, ce qu'on évalue réellement en orthopsie, au-delà, tu sais, de la simple vue? Oui, parce qu'en effet, c'est vrai que l'ophtalmo, il évalue l'acuité visuelle. Mais c'est vrai que voir bien œil par œil, c'est pas, enfin, voir nettement œil par œil, c'est pas forcément voir bien. Donc nous, orthoptistes, on va vraiment s'occuper du fonctionnement des deux yeux ensemble. Quand le patient a la chance d'avoir deux yeux qui fonctionnent, eh ben, il faut les faire fonctionner ensemble. Et donc ces deux yeux, ils doivent être coordonnés, ils doivent être stables, efficaces et guider l'attention. Donc on évalue tout un tas de choses. Donc, on évalue aussi l'acuité visuelle, on évalue le besoin en correction optique, comme je disais tout à l'heure, et puis on évalue la vision binoculaire, la qualité de la vision binoculaire. On évalue les mouvements oculomoteurs, on évalue la fixation, on évalue l'accommodation. Voilà, ça c'est pour, je dirais, l'orthopsie de base. Après, encore une fois, un orthoptiste spécialisé peut encore évaluer d'autres choses. Je ne sais pas si tu veux que je précise justement les autres choses qu'on peut checker en orthopsie si on est spécialisé dans d'autres domaines. Tu peux, si tu le sens. Bon, bah, il y a des orthoptistes qui sont spécialisés, on va dire, en neurovision. Et Hmm. donc là, on va aller évaluer aussi les capacités du cerveau à intégrer et comprendre l'information qu'il reçoit. Hein. Donc là, on est sur l'étape d'après, c'est-à-dire on n'est plus sur est-ce qu'il reçoit la bonne information, on est sur, une fois qu'il a reçu l'information, on imagine qu'elle est bonne, comment il l'interprète. Voilà, donc là, c'est les orthoptistes spécialisés en neurovision. Après, il y a des spécialistes en basse vision, donc aussi. Donc la basse vision, là, on s'occupe vraiment des patients malvoyants, voilà, qui ont une faible acuité visuelle, et on va les aider à utiliser différemment leurs yeux et à développer de nouvelles stratégies visuelles. Voilà, il y a beaucoup d'orthoptistes aussi, j'ai oublié de dire, qui s'équipent de plus en plus avec des appareils d'oculométrie. Donc l'oculométrie, c'est ce qui nous permet de mesurer de façon encore plus précise et objective surtout les mouvements des yeux, parce que c'est des appareils avec un eye tracker à l'intérieur, et donc vraiment on a des mesures très objectives, parce qu'à l'œil nu simplement on peut voir des choses mais on voit pas tout. Donc voilà, donc grâce à ces machines, on peut mesurer précisément. Donc on n'est plus juste à dire, bah voilà, l'enfant, par exemple, pour prendre le cas d'un enfant qui est en train de lire, l'enfant arrive à lire le texte. On en est à savoir exactement quelle stratégie met en place pour le lire, ce Hmm. texte. Voilà. Super Et intéressant. voilà.
Ouais, et puis d'ailleurs, c'est vraiment, important dans les contextes justement de TDAH parce qu'il y a, enfin, il y a des études qui montrent, notamment dans le cadre de la dyslexie et du TDAH, qu'il y a, que ce sont des enfants qui ont des problèmes, justement de stratégie du regard, de mouvement oculomoteur et cetera. Comment les parents peuvent s'en rendre compte de ces difficultés chez leur enfant? Alors, il y a quand même une symptomatologie, qu'ils peuvent observer, c'est vrai. Bon, il y a des choses, qu'on peut dire comme la fatigue visuelle, la vision floue déjà, la vision double. Il y a plein d'enfants qui le verbalisent pas, c'est bien de leur demander: «Est-ce que ça t'arrive de voir double?» Le nombre d'enfants, moi, qui pendant les consultations, où les parents découvrent que leur enfant, voyait double, en fait, ils n'en avaient jamais parlé, c'est vraiment assez fréquent. Donc, il y a la fatigue visuelle. Est-ce qu'ils clignent beaucoup des yeux? Est-ce qu'ils se frottent souvent les yeux? Est-ce qu'ils ont les yeux rouges, larmoyants? Tu vois? Les maux de tête, par exemple, aussi, est-ce qu'ils ont aussi des difficultés dans le passage à la ligne lors de la lecture? Est-ce qu'ils doivent s'aider du doigt, de la règle pour lire? Hem Et puis bon aussi, simplement, est-ce qu'ils arrivent à fixer un objet? Est-ce qu'ils arrivent à fixer une personne quand ils parlent à quelqu'un? Voilà, ça peut être ça aussi. Voilà, après ça peut être aussi des maladresses, mais les maladresses dans le quotidien, ça peut être à cause des yeux, mais ça peut être à cause d'un autre système sensoriel aussi, donc voilà. Et donc tu disais que pour les TDAH, notamment, ou certains 10, c'était très intéressant de venir faire un check-up visuel. Mmh. Pourquoi dans ces deux troubles neurodéveloppementaux particulièrement, il faudrait faire ce petit check? Alors, pas que dans ces 2 troubles, en fait, hein. Je disais simplement qu'il y a les études, qui sont sorties et qui font le lien entre, les troubles du neurodéveloppement et les troubles oculomoteurs, c'est plutôt sur les dyslexiques et les TDAH, Hmm. il me semble. Voilà, pas sur les autres. Mais, quelle que soit enfin dans toute la constellation des 10, et puis, les autres, je pense que de toute façon, il faut faire une évaluation orthoptique, c'est certain. C'est certain parce que si on n'évalue pas, le trouble oculomoteur et qu'il y en a un, c'est comme si on demandait à l'enfant de lire, de travailler, de bouger, avec des lunettes sales, par exemple, tu vois? Heu et l'enfant, il peut le compenser, mais au prix de gros efforts, qui sont très énergivores et qui vont lui faire lâcher son attention. Et au pire, il peut pas du tout le compenser et on va lui demander de faire, de l'orthophonie, de la psychomotricité, des cours du soir et cetera. Toutes ces prises en charge avec des «lunettes sales», entre guillemets, hein, tu vois? Donc voilà, donc il faut vraiment tous ces enfants, il faut les bilanter, il faut dépister ça. Ok. Tu te souviens d'un enfant qui t'a bouleversé, tu sais, au cabinet, où tu t'es dit, oh, finalement, bah, l'orthopsie, j'ai bien fait de faire ça, ça peut tout changer. Ouais, alors, je savais que tu allais me poser la question et c'est pas évident parce qu'il y en a plein, j'en ai plein des cas, mais c'est vrai que, hem les cas marquants, c'est pas forcément les plus spectaculaires, mais c'est ceux qui m'ont fait changer ma façon de voir les choses. Et c'est souvent en lien avec des histoires de nœuds sensoriels, bref. Mais j'ai un cas en tête, c'est une petite fille, Héloïse, qui avait 10 ans à l'époque, qui vient, nous consulter dans le centre justement pluridisciplinaire dédié aux soins de la dyslexie et de la posture. Elle vient nous consulter avec un diagnostic, avec des diagnostics. Elle était dyslexique, dysorthographique, dyspraxique, visio-spatiale et dysgraphique. Elle avait tout un tas de prises en charge, orthophonie, psychomote, et graphothérapie. On la bilante, donc moi au niveau de mon bilan orthoptique, il y avait pas mal de choses qui dysfonctionnaient, hein. Au niveau il y avait plein de troubles du regard, des troubles de l'oculomotricité, de la vision binoculaire et quand je lui ai fait aussi l'analyse neurovisuelle, j'avais noté en effet, des problèmes perceptifs visuels. Et puis, elle a consulté évidemment tout le monde, le podologue, l'ophtalmo, le médecin et on lui a diagnostiqué un trouble majeur, proprioceptif. Donc, on lui avait parce que c'était ça qu'on proposait aussi dans le centre, hein, de traiter les yeux et les pieds avec, donc les yeux, le traitement proprioceptif des yeux, c'est correction optique et prismation, si ça fonctionnait. Une prismation, je vais peut-être préciser ce que c'est. Des prismes, c'est des corrections qu'on ajoute à la correction optique classique. Ça ne se voit pas, hein, c'est intégré à la correction et ça agit sur les muscles des yeux. J'aime bien, schématiser en disant que c'est un peu comme des semelles au niveau des yeux.
Voilà. Et donc on lui avait mis des prismes proprioceptifs pour traiter son trouble proprioceptif et des semelles proprioceptives aussi. On avait fait les tests ensemble, on avait vu que ça fonctionnait bien ensemble et que ça fonctionnait mieux avec les deux ensemble que si on mettait que l'un ou l'autre. Et donc elle part et alors elle avait jamais eu de bilan orthoptique ni de prise en charge orthoptique. Moi, avec le bilan que j'avais fait, normalement, le réflexe c'est de dire bah il faut qu'elle fasse absolument de la rééducation orthoptique et de la rééducation orthoptique neurovisuelle. Sauf qu'elle avait déjà beaucoup de prises en charge et je me suis dit, on va pas encore ajouter ça, on la revoit de toute façon dans 2 mois, on va déjà voir ce que le traitement donne. Et 2 mois après, on la revoit et c'était magique, quoi. Enfin, c'est vrai que voilà, quand ça fonctionne, c'est vraiment magique. Ça paraît magique. Elle avait plus du tout de problème, en fait. Elle n'avait plus de troubles oculomoteurs, tout s'était réglé. Elle n'avait plus de problème dans ses perceptions visuelles, hein, donc ses capacités perceptives visuelles s'étaient normalisées. Elle n'avait plus de douleur au dos, elle décrivait beaucoup de douleur au dos, elle avait plus de maladresse, tu vois, c'était une petite fille très maladroite. Et elle avait récupéré la confiance en elle et elle avait ses notes qui avaient tout de suite explosé. Et ah oui, et c'est ça aussi, et tous les praticiens qui la suivaient étaient étonnés de son évolution en peu de temps parce qu'ils la suivaient depuis 2 ans. Elle était suivie depuis 2 ans sans amélioration ou très peu. Ça stagnait, ça bougeait pas. Et là, d'un coup, en fait, tout simplement, ce traitement proprioceptif a levé les barrières. Et puis, du coup, elle a pu avancer ensuite toute seule, sans problème, quoi. Voilà, ça c'était C'est intéressant. une des premières fois. Mm. Ouais, ouais, c'était assez marquant. Et tu accompagnes donc des enfants bah, qui ont des troubles neurodéveloppementaux, quels qu'ils soient. Quels troubles visuels fonctionnels sont les plus fréquents chez eux? Euh, alors, on retrouve assez souvent des troubles de l'accommodation. C'est-à-dire, alors, en fait, je vais te dire, la première chose qu'on retrouve déjà, c'est qu'ils sont mal corrigés optiquement. Donc là, je sors un peu, je reviens vers la correction optique, mais c'est tellement important. Le nombre d'enfants qu'on est obligé de recorriger ou de corriger tout court parce qu'ils ne l'étaient pas. C'est impressionnant. Et qui sont diagnostiqués, tu vois, diagnostiqués dyslexiques, mais en fait, derrière, qui ont des hypermétropies, soit qui sont très importantes et qui sont passées complètement à l'as, soit des tout petits défauts visuels, mais qui, quand ils ne sont pas corrigés, mettent le bazar. Donc voilà. Et ensuite, donc on a des troubles accommodatifs, c'est-à-dire une fois que l'enfant est bien corrigé, on va tester ses capacités accommodatives et on va quand même trouver des dysfonctions dans la flexibilité accommodative et la capacité accommodative. L'autre chose que l'on remarque aussi, on va avoir des insuffisances de convergence, ça c'est quand même assez fréquent, et qui vont être accompagnées donc, ça va un peu ensemble, hein, d'exophorie, donc c'est une tendance à avoir les yeux qui partent facilement vers l'extérieur quand on casse la fusion entre les deux yeux. D'ailleurs, ces exophories, j'en profite pour le dire, les enfants dysgraphiques, c'est un constat, hein, c'est pas écrit dans les bouquins, j'ai pas fait d'études là-dessus, mais c'est mon constat clinique. Les enfants dysgraphiques ont souvent des exophories. Et quand on règle cette exophorie, on les améliore considérablement. On va retrouver des problèmes de fixation qu'on va pouvoir vraiment objectiver grâce à l'oculométrie, justement. On va retrouver des problèmes de saccades, pas toujours, hein, mais de saccades oculaires, voilà, de calibration, de synchronisation des saccades. Et si aussi, ce qu'on retrouve assez souvent, ce sont ce qu'on appelle des hétérophories verticales, c'est-à-dire des déviations de verticalité minimes entre les deux yeux. Minimes qui ne se voient pas à l'œil nu, mais qu'on va mettre en évidence grâce à un test qui s'appelle la baguette de Maddox. Voilà. Je pense qu'il y a plein d'autres choses, mais on va dire que ça, c'est les Ouais, c'est déjà pas principales. mal. Ouais. Et, et pourquoi c'est si important? Alors, tu as parlé de saccades. Les saccades, c'est pour les parents, c'est par exemple quand votre enfant il lit un texte, ses yeux ils font des petits sauts. Et pourquoi c'est important de regarder ces saccades ou cette poursuite, la convergence? Mhm. Alors, les saccades, lors de la lecture, par exemple, on fait des enchaînements de saccades, pardon. Fixation, saccade, fixation, saccade. Pour passer d'une ligne à l'autre, ce sont des saccades. Les saccades, on en fait tout le temps, en fait. Dans la vie de tous les jours, on en fait beaucoup pour porter attention à quelque chose dans notre champ de vision.
voilà, les saccades, c'est en permanence. Et puis, la fixation, les poursuites, c'est la stabilisation, la stabilité du regard lors des mouvements aussi de la tête, du corps. Et puis, quand quelque chose est en mouvement aussi dans notre champ de vision, d'être capable de le fixer, de le suivre. La convergence, pourquoi elle est importante? En fait, à partir du moment où on regarde quelque chose qui n'est pas à l'infini, donc dès qu'on regarde quelque chose en vision intermédiaire ou en vision rapprochée, on est obligé de faire un mouvement de convergence avec nos yeux. Okay, quand on regarde à l'infini, les axes visuels sont parallèles. Dès qu'on se rapproche, on est obligé de converger. Et normalement, cette convergence, elle doit être parfaitement fluide et symétrique entre les deux yeux. Et elle doit être maximum. On est censé savoir converger jusqu'à la base du nez. Si c'est pas le cas, ça va être compliqué pour le cerveau de bien analyser les informations visuelles qu'il reçoit. Ça va être une compensation certaine que l'enfant va devoir mettre en place, donc avec de la fatigue visuelle, des maux de tête, et puis une attention qui diminue clairement sur les choses. Hein. C'est voilà, ce sont des contraintes pour le cerveau, pour le corps, hein, qui font diminuer l'attention et la compréhension d'un texte, etc. La cognition, quoi, tout simplement. Ah, donc c'est pas parce que mon enfant il a 10 sur 10 que tout est parfait. Il fallait aussi regarder donc ces autres notions comme la poursuite, la saccade, justement la convergence, pour être sûr qu'il utilise ses yeux de la bonne manière et pas qu'il perde en énergie au quotidien, quoi. Absolument, mais d'ailleurs tous ces enfants qui ont des diagnostics de TDN, souvent ils passent par l'ORL pour vérifier l'audition, ils Mm. passent par l'ophtalmo pour vérifier l'acuité visuelle, et ils en sortent en disant tout va bien. Ils ont 10 sur 10 et ils entendent très bien. Enfin, pas tous, mais je veux dire la plupart. Et donc après on squeeze la partie sensorielle. On dit bah oui, parce que la dyslexie par exemple c'est un trouble neurodéveloppemental à l'absence de déficit sensoriel. Donc on se dit bah c'est bon, il a 10 dixièmes, il entend bien, paf, maintenant on envoie chez l'orthophoniste et on va faire le reste. Sauf que voilà, le déficit sensoriel, il est en fait souvent là, et on le sait quand on fait un bilan orthotique, et pas que, parce qu'il n'y a pas que les yeux évidemment, et quand on teste aussi la proprioception, l'équilibre, etc. Et qu'on se rend compte que il y a des déficits sensoriels et qu'on les a pas testés, que personne n'est allé regarder ça chez ses enfants. Alors que souvent, c'est perturbé. Voilà. Exactement. Mm. Ah, tu as dit que tu étais formé aussi en réflexe archaïque Oui. et, euh, et je voulais voir mais justement quel lien tu faisais toi entre certains réflexes archaïques persistants et des troubles visuels. Alors le gros réflexe archaïque que je trouve en lien avec ce que je fais, c'est le RTAC. Le RTAC, c'est vraiment le réflexe que je vais tester systématiquement, et qui est vraiment en lien avec la coordination oculocéphalique, donc le réflexe vestibulo-oculaire aussi, et les saccades. Et quand j'ai un enfant qui a des problèmes dans les mouvements oculocéphaliques et donc stabilité du regard lors des mouvements de la tête, et qui a des problèmes de saccades, ça va souvent ensemble, je suis persuadée derrière qu'il y a un RTAC qui n'est pas intégré. Et je le teste et voilà, c'est confirmé. Et alors, fut un temps, maintenant, là, j'ai plus le temps. Donc, quand je vois des problèmes au niveau des réflexes archaïques, je réadresse vers des personnes qui font que ça. Moi, je teste juste s'ils sont présents, tu vois. Mais fut un temps où je prenais en charge l'enfant et à chaque fois que je réintégrais le RTAC, je débloquais le problème de saccade et de mouvement oculocéphalique qui était perturbé, c'est clair. Donc voilà, c'est le gros réflexe que je vais tester. Après, je vais, en fonction du contexte aussi, par exemple, s'il y a des problèmes de graphie et que quand je les fais aussi, ce que je teste, je leur fais faire des copies de dessins, etc. Et quand je vois qu'il y a un problème dans la tenue du stylo, etc., moi, je vais tester le réflexe d'agrippement. Mm. Voilà. Bon, le réflexe tonique symétrique du cou aussi. Le Moro aussi. Mais vraiment, celui qui pour moi a le plus de lien avec les yeux, c'est le RTAC. De Qui façon est très connu aussi pour précise. être le ouais, réflexe de coordination humain et ce gros lien. De toute façon, si, oui, si on a des difficultés déjà à voir, comment on peut bien écrire ou suivre un texte, euh, on- même avec son doigt, finalement. Bah oui, bien sûr. Mm. Ah oui, 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 complètement, hein.
c'est pas possible. En fait, on est sur les premiers maillons de la chaîne là, donc il faut absolument explorer de façon précise et tout ce domaine-là, quoi. Ouais, c'est Ce qui est sûr. compliqué, c'est le réflexe tonique asymétrique du cou. Bon, les gens ne voient pas forcément ce que c'est un réflexe où l'enfant il est un peu comme en position de zombie, il ferme les yeux, on va lui tourner la tête et on va potentiellement voir l'enfant bouger les bras sur le côté, ce qu'il faudrait pas, Mm, mm, et ou perdre l'équilibre aussi. C'est un réflexe qui lie beaucoup de systèmes sensoriels, mais qui est notamment vestibulaire, donc lié à l'équilibre. mhm, Et il y a vraiment quelque chose qui est important à savoir, c'est en 2025, on a fait une étude scientifique dans une école, donc on avait 36 enfants qu'on a testés, 100% des enfants étaient positifs à ce RTAC. Alors mm, on pourrait se dire, ok, euh, le système vestibulaire est censé s'intégrer à l'âge de 12 ans selon Piaget, mais pour qu'il soit mature chez l'enfant. Mais la réalité, c'est qu'un réflexe archaïque, il est censé normalement s'intégrer dans la première année de vie, notamment le RTAC, au bout de mm, quelques mois. Et donc, on se dit, s'il est encore présent chez l'enfant, ça veut pas forcément dire que c'est pathologique, mais c'est quand même qu'il y a quelque chose qui doit venir éveiller notre curiosité. mm. Le pire dans ce constat, c'est pas que forcément 100% des enfants soient positifs. Alors il y a plusieurs catégories, ça va de 0 à 4. Il y a des enfants qui avaient un, il y en a d'autres qui avaient 4. Là c'est un peu plus complexe. Mais ce qu'on remarquait, c'est que tous les enfants qui avaient des réflexes archaïques qui étaient vraiment hauts sur la cotation, donc proche de 3-4, avaient tous des grosses problématiques d'apprentissage à l'école. Sachant qu'on est venu étudier l'équilibre, les réflexes archaïques, et on est venu étudier la corrélation qu'il y avait entre l'équilibre, les réflexes archaïques et la lecture et l'écriture à l'école. Et donc on s'apercevait que plus le réflexe archaïque était présent, et plus il y avait des troubles des apprentissages. Donc c'est quand même important de venir faire les liens entre tout ça, et c'est bien justement que tu sois ouverte à ces notions-là. Et juste, du coup, ils avaient quel âge, ces enfants que vous avez testés? Entre 6 et 9 ans. Et oui, parce que c'est vrai qu'on dit que c'est vers l'âge de 7, 8 ans, je crois, que vraiment la tête est censée bien se décoordonner du corps Oui. et que, voilà. Et que le système Euh, visuel prendrait aussi effet de sa maturité. exactement, exactement. Ouais, ouais, tout à fait. Donc, est-ce que il y aurait un lien avec ça parce que ouais, donc ils avaient tous un RTAC Tous, qui celui qui était en avait le actif, quoi. et celui qui avait le plus faible RTAC, alors le hasard Mm. a voulu que ça tombe sur lui, mais celui qui avait le plus faible RTAC, c'est un enfant que j'avais déjà eu en suivi auparavant. Et tous les autres, c'était minimum 2, 3 dans les cotations. Donc, Ok. donc on peut se dire, il y a quand même une sorte de norme entre eux, mais qui est corrélée aussi avec des problématiques d'apprentissage quand c'était vraiment sur des évaluations de 3 à 4 sur 4. D'accord, ok. C'était donc des problématiques d'apprentissage, c'était testé avec de la vitesse de lecture, ou c'était juste Oui, test de décrit par fluence. Test de voilà. fluence Mm. et après des tests visiographiques où ils devaient représenter des graphismes sur une feuille. Donc, ils avaient un Ok, modèle ok. et ils devaient reproduire des cercles, des carrés, des losanges, des triangles, etc. Et donc on Ah oui, donc là évaluait, on est sur le visio-constructif. Ouais, très bien. ouais, et on a évalué comme ça sur 6 mois la progression avec des exercices, des périodes d'exercice, des périodes sans exercice. D'accord. Et ça a donné quoi? Des résultats fortement significatifs, J'imagine. avec des améliorations sur les réflexes archaïques, sur Mm. l'équilibre et sur les compétences graphiques et les erreurs, surtout en lecture. Il y avait beaucoup moins d'erreurs en lecture. Le hasard a fait que les enfants qui sont retrouvés dans le groupe qui a été testé et qui a fait les Mm. exercices, c'était des enfants. On est tombé sur le groupe avec les enfants qui avaient le plus de difficultés à l'école. D'accord. Super hasard. Donc bon, Mm. ça biaise un peu quand même les résultats parce que si le groupe avait été plus homogène, enfin hétérogène, ça aurait été plus cool quand même. Mm. Mm. Euh, C'est vrai. mais bon, en soi, ça permettra d'ouvrir des réflexions sur des études postérieures. Et, euh, et donc ouais, les enfants ont quand même bien progressé. Il y avait des périodes où ils n'ont rien fait pendant 10 semaines
Et après, les périodes dans lesquelles il travaillait, c'était des périodes de 5 semaines d'exercice qu'il devait faire. Et on a principalement travaillé autour du système vestibulaire, avec des exercices liés de l'équilibre, Mmh. des exercices liés au réflexe vestibulo-oculaire et à l'annulation du réflexe vestibulo-oculaire, sur une OK. courte duration. Ah oui, donc c'était pas, des exercices essentiellement ciblés sur la réintégration du RTAC, en fait? Pas du tout. Non. Plutôt Mmh. basé, on va, on va se disperser par rapport au Ah! podcast, mais c'est pas grave et je pense que c'est important de le savoir parce qu'il y a beaucoup de gens, je sais, qui nous écoutent, qui sont formés réflexes archaïques. Et nous, chez la BNP, on a vraiment un parti pris sur le fait que les réflexes archaïques, c'est d'abord un système sensoriel défaillant. Donc, on vient Mmh. d'abord corriger un système sensoriel, Mmh. l'entraîner, le réadapter en fonction du métier qu'on fait, hein. Donc, par exemple, toi, tu fais de la rééducation, ou là où nous, on fait de l'entraînement. Et donc, on vient entraîner le système sensoriel. Et ensuite, on passera sur les étapes neurodéveloppementales qui seront du sensorimoteur et après de la motricité pure avec peut-être même une recherche derrière de, de tâches spécifiques, in fine. Absolument. Oui, 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 mais ça me parle ce que tu dis parce que tu connais Paul Landon? Oui, je me suis formé, Oui, qui est dans des formes. je me suis Tu formé t'es auprès de formé lui un peu? aussi. Ouais. Et je me souviens que Paul Landon nous disait, avec ses mots, j'adore sa façon de parler, mais il nous disait: «Ah, vous nous enquiquinez, vous les orthoptistes et les podologues avec vos semelles et vos prismes parce que, en fait avec, vos traitements là, ça réintègre le réflexe». Enfin, voilà, en fait, on donc ça me parle par rapport à ce que tu viens de dire, c'est-à-dire on traite en fait les entrées sensorielles et du coup le réflexe, Parfait. se régule. Mmh, 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 Parfait. Là où ouais. on s'aperçoit quand même, ça c'est une vision très empirique, parce qu'on l'a pas encore mis sur un papier, peut-être que ça viendra, mais actuellement, je pense que 95%, voire plus de réflexes toniques asymétriques du cou qu'on va observer, Mmh, mmh. on arrive à avoir une intégration sans travailler ce RTAC. Juste parce OK, qu'on est venu travailler à un moment une sphère proprioceptive qui était défaillante chez l'enfant. Donc, voilà, je te OK. rejoins énormément sur l'importance du travail proprioceptif et des intégrations sensorielles diverses. Mmh, 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 mmh. Absolument. Bon, super, mais c'est vrai que comme tu disais tout à l'heure, il y a pas assez de enfin les praticiens, ils sont pas, trop peu formés, à ça alors que c'est la base. Enfin vraiment, hein, et bon, c'est en train un petit peu de se développer, mais c'est vrai que voilà, c'est justement ce que j'essaye de faire aussi, c'est d'en parler, d'en parler, d'en parler pour que les orthoptistes se mettent aussi à ce domaine-là. On gagne tous à se former et à continuer Mmh, à se former. mmh. Euh, pour revenir un petit peu sur le sujet, est-ce que soit tu pourrais décrire, tu sais, peut-être une séance type, comment ça se passe quand les personnes viennent chez l'orthoptiste, peut-être combien de temps ça va durer un suivi avec un orthoptiste? Euh, Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre bah, mon enfant, il a un trouble neurodéveloppemental? Je m'aperçois qu'il faut travailler le côté sensoriel oculomoteur, mais aussi le côté trouble neurovisuel. Euh, Combien de temps ça pourrait prendre, ce genre de suivi, et combien quel type d'exercice peut-être il va être amené à faire? Alors donc, pour le bilan, heu, comment ça se passe? Donc, on on part toujours du départ. On évalue d'abord, le besoin en correction optique, c'est la base, c'est le haut de la pyramide. Ensuite, l'examen orthoptique doit être fait avec la bonne correction optique. C'est-à-dire que si l'enfant l'avait pas, il faut lui mettre sur une monture d'essai et on fait le bilan avec. Donc on va faire, toute l'évaluation, donc comme je disais de la vision binoculaire, les mouvements des yeux et cetera, les capacités de vision stéréoscopique, la vision en 3D en relief, enfin voilà, tout ça, l'oculométrie si on l'a. Toute la partie bilantage, neurovisuel, normalement elle est pas censée en fait arriver tout de suite. Il faut d'abord faire toute cette partie-là et il faudrait aussi normalement d'abord évaluer aussi, l'équilibre, enfin faire en fait si l'orthoptiste est formée en posturologie, il faudrait qu'elle fasse son bilan postural à ce moment-là. Moi, c'est ce que je fais. Mon patient donc après je le mets en sous-vêtements et là je le mets sur un podoscope et je regarde, ses appuis plantaires, son morphostatique, je lui fais faire des mouvements, j'étudie, son tonus musculaire, je teste sa proprioception et cetera. Et donc là, je détermine est-ce que j'ai un problème sensoriel, qu'il soit visuel ou autre.
Hem, pour le savoir, je vais créer des stimulations, que ce soit au niveau des yeux ou des inhibitions au niveau de mes entrées sensorielles et je vais vérifier tout de suite sur ce que je viens d'observer avant, si ça change des choses, si ça les améliore ou pas. Donc ça va me guider sur, ce qu'il faut faire. Je peux, à la fin d'une consultation, me dire: «Bon, bah, oui, j'ai des dysfonctions, mais l'entrée principale perturbatrice, par exemple, c'est les pieds. Il y a un problème d'ancrage au sol, donc je vais» moi, c'est ma façon de travailler, en tout cas, je vais, rediriger, vers, le podologue pour qu'il règle ça et je reverrai le patient après. Je vais tester aussi possiblement les réflexes archaïques, je vais pouvoir aussi, guider le patient là-dessus. Et puis ensuite, une fois que tout ça, ça a été, checké et qu'on va dire, allez, toutes les entrées sensorielles ont été checkées, il y a plus de problème. Là, on peut passer à l'évaluation neurovisuelle. Donc on va aller tester les capacités perceptives, du patient avec tout un tas de tests, qui sont normés, que l'on a en notre possession. OK, donc après tout ça, et ben, en fonction des résultats du bilan, on va pouvoir soit proposer une correction optique donc, accompagnée ou non d'une correction prismatique si nécessaire, et puis on va pouvoir proposer de la rééducation orthoptique. Et donc, toujours en fonction des résultats du bilan, parfois cette rééducation elle va être orientée que sur les yeux, que sur les mouvements des yeux. Parfois elle va être orientée sur, justement faire travailler, la façon dont le cerveau intègre l'information qu'il reçoit. Mais selon moi, cette rééducation, enfin, on rééduque pas juste les yeux, en fait. On rééduque un système. Et donc cette rééducation, elle doit être globale. Donc moi, je suis très pour ce qu'on appelle la rééducation visio-motrice, hein, donc globale, parce que voilà, on sait, la perception guide le mouvement et le geste, et le mouvement nourrit la perception. Et que si on rééduque un système sensoriel tout seul dans son coin, on va, pouvoir améliorer la fonction, locale, mais on va pas améliorer les connexions entre les réseaux, sensoriels. Et donc, le patient va pouvoir s'améliorer sur le test en lui-même, mais pas, dans son quotidien, hein. Ça va pas débloquer les problèmes dans son quotidien. Donc voilà, voilà ma façon de voir les choses. J'adore, ça fait un gros parallèle avec, il y a un chercheur qui s'appelle Thierry Paillard, qui a écrit des livres qui sont exceptionnels et qui l'explique aussi lui, mais par le prisme de l'équilibre, où il dit on a tendance à dire que ben, l'équilibre c'est une compétence, mais en réalité l'équilibre c'est le rassemblement de plusieurs connexions sensorielles. Et donc, on vient pas checker que l'équilibre, on vient pas regarder que le système vestibulaire dans l'oreille interne, mais on vient regarder aussi les yeux, on vient regarder la proprioception. C'est tout ça qui vient concourir. Et l'étape ultime, donc ça veut dire déjà qu'il faut travailler en pluridisciplinarité, mais je pense que les gens ont bien compris avec ce que tu décris, mais que l'étape au-delà de venir travailler les différents systèmes sensoriels, c'est aussi de savoir les intégrer pour qu'ils travaillent les uns avec les autres. Donc, Mmh. c'est comme les deux yeux en fait. Ils doivent se coordonner pour tous travailler les uns avec les autres. Donc, c'est super intéressant ce que tu nous dis. Et j'espère que voilà, ça parlera aux parents qui se disent, ah mais mon enfant, ça lui fait quand même beaucoup de suivi. Mais oui, mais c'est parce qu'en fait, il a tous ces suivis-là, ça va lui Mmh. permettre de recréer quelque chose de, enfin, une norme quoi. Enfin, en tout cas, ça va l'aider dans l'accompagnement. Et puis vraiment, hein, enfin, selon moi, il faut d'abord rééduquer ça. Avant qu'il fasse de l'orthophonie, de la graphothérapie, de la psychomotricité, il faut d'abord débloquer, il faut lui enlever ses lunettes sales. Enfin, il faut lui Mm. enlever ses pics sous les pieds, enfin, je dis n'importe quoi, mais hem et c'est ce qui va permettre aussi que toutes les autres prises en charge vont vraiment beaucoup mieux fonctionner, hein. Et puis vraiment, on le voit quand on commence à travailler dans ce sens-là, enfin moi, j'ai vu un avant-après dès que j'ai commencé à mettre en place la rééducation globale visio-motrice, la compréhension du corps dans sa globalité, mais c'était le jour et la nuit, je faisais plus le même métier. Et mes patients, je les améliorais vraiment. Déjà moi, je m'ennuyais moins parce que c'est quand même vachement plus intéressant, et puis les patients, enfin on les améliore, c'est évident, c'est évident. Ouais, c'est super. Et une fois que les parents ils sont venus à ta consultation, ils ont fait leur bilan, etc. Toi, tu les fais travailler. Est-ce qu'ils ont Mmh. aussi des exercices à faire à la maison? Bonne question. Alors, d'ailleurs, je rebondis sur un truc que je voulais dire, parce que quand tu dis: «Oui, ça fait beaucoup de prise en charge», mais il faut juste préciser quand même que la rééducation orthoptique, normalement, c'est juste un temps, c'est 12, 15, 20 séances.
Mais il faut pas s'acharner en rééducation. Normalement, de toute façon, selon moi, il faudrait pas s'acharner dans n'importe quelle rééducation. Ça marche, ça marche, ça marche pas, on essaye autre chose. Faut pas passer 1 an, 2 ans en rééducation comme ça. Donc voilà, donc la rééducation orthoptique, déjà, c'est court. Et est-ce qu'il y a des exercices à la maison? Alors, pour orthopsie, oui, on peut donner des petits exercices, parce que normalement, les séances, c'est 2 fois par semaine, et entre chaque séance, on peut donner des petits exercices de convergence, divergence, des petits trucs rigolos aussi et ludiques à faire pour les enfants. C'est possible, c'est possible. Bon, je parle pas évidemment des réflexes archaïques où là, ils ont des exercices à faire à la maison. Voilà, c'est possible, mais c'est pas obligatoire et c'est pas systématique. Voilà. Ok, Mm. super. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, j'ai fait des séances d'orthopsie et je devais faire des petites Ah oui, poursuites et convergences avec un stylo. Et donc voilà, je m'en ouais. rappelle bien. Oui, 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 mais c'est vrai. Et alors peut-être que moi j'ai tendance même beaucoup plus maintenant à éduquer plutôt, enfin à donner des conseils sur le quotidien, donc de pas rester trop longtemps déjà, mais ça c'est aussi beaucoup pour les adultes, hein, de pas rester trop longtemps sur une activité en vision rapprochée. Hein, on n'est pas designé pour ça, donc il faut régulièrement ouvrir le regard Allez toutes les vous 25 promener. minutes. Allez vous promener, exactement. Faites une pause toutes les 25 minutes, de 5 minutes, et vous allez regarder à l'horizon, vous allez marcher, vous allez prendre le soleil, la lumière du jour. Parce que ça aussi, c'est un vrai sujet, l'histoire des écrans, des lumières artificielles, des rythmes circadiens. Enfin, ça, c'est vraiment d'autres pistes encore pour les parents, pour aider leurs enfants TND, vraiment. Donc là, bon, je sors un peu du truc, mais voilà, moi je vais avoir tendance aussi à essayer, même si à ce moment-là j'enlève un peu ma blouse d'orthoptiste, mais je vais avoir tendance à essayer de les conseiller aussi un peu, même sur le sommeil, la nutrition, enfin toutes ces choses-là, parce que je sais, j'ai observé, j'ai testé aussi sur moi, et je sais ce qui peut marcher, et voilà, il n'y a pas de raison que je leur dise pas parce que je suis orthoptiste et que j'ai pas à leur dire ça. Non, j'y vais, voilà, j'essaie Super. de les aider. Une approche Mm. globale. Ouais, C'est j'essaye. super. Est-ce que tu aimerais que les bilans orthoptiques soient systématisés euh, pour les enfants, pour les adultes, que chacun fasse un check-up à un moment? Ah oui, ouais. Ah oui, oui, réponse spontanée, oui, un grand oui. Oui, ça permettrait vraiment de sauver beaucoup de personnes de tout un tas de troubles divers et variés, que ce soit, la détection, d'un petit strabisme qu'on voit pas à l'œil nu et qu'il faut détecter très tôt, parce qu'à partir de l'âge de 6, 7 ans, après, s'il y a un œil qui a pas fonctionné et qui s'est pas développé, ben, on peut plus rien faire. Donc ça, déjà, il y a des bilans qu'il faut faire assez tôt. Moi, je pense qu'il faut bilanter, oui, avant l'âge de 3 ans. Il faut bilanter, ensuite à l'entrée au CP pour vérifier si tout fonctionne bien, que l'enfant se retrouve pas à galérer, avec un système visuel qui marche pas très bien, et qu'on s'en rend compte trop tard, et voilà, il se retrouve avec des difficultés et tout ce que ça implique aussi après au niveau émotionnel et tout pour lui. Bon bref, ouais, je pense qu'il faut bilanter, et après, plus tard ensuite, bah, dès qu'il y a un problème aussi, faut y aller, voilà. Heu et plus tard à l'âge adulte, on est plus dans en tout cas pour le bilan orthoptique, je dirais s'il y a de la symptomatologie. Par contre, chez les enfants, oui, il faudrait tous leur faire passer un bilan orthoptique, c'est clair. Mmh. On est bien d'accord. Moi, je pense que toutes Mmh. les personnes qui passent chez moi repartent avec un bilan ophtalmo-orthoptique systématiquement. Que ce Super. soit des sportifs, parce que quand on travaille dans le sport au niveau, il y a quand même une demande qui est énorme, mais Mmh. et c'est important, mais aussi pour bah, les enfants qui ont des troubles neurodéveloppementaux, il faut qu'ils se fassent bilanter. Je pense que c'est vraiment, si les gens prennent action de ça, ça sera Mmh. vraiment bien pour eux. Mmh. Absolument. On approche de la fin. Mmh. Et une question que j'aime bien poser, c'est, tu sais, si tu avais une baguette magique sur toi, qu'est-ce que tu changerais dans le milieu de la vision? Ah! Bah, comme j'avais pas regardé tes autres podcasts, je savais pas que tu avais posé cette question, c'est dur. Eh, J'aurais envie d'y réfléchir, mais allez, spontanément, qu'est-ce que je changerais? Hem, ah ouais, ouais, dans la formation initiale, je mettrais des cours
Je changerais, le enfin, je changerais pas tout, non, non, j'ajouterais, des cours, sur la compréhension globale du corps humain et le fonctionnement de tous ces systèmes ensemble, ouais. Alors moi, je donne des cours, mais il y en a pas, je crois pas qu'il y en ait dans toutes les facs, d'orthopsie, des cours de posturaux et puis j'ai pas le temps non plus d'en faire des tonnes, donc je donne des cours de posture, mais il y aurait tellement de choses à raconter, le lien avec le système vestibulaire, le tout, le truc, bon bref. Donc voilà, et peut-être que aussi j'appuierai en plus avec ma baguette magique pour que les gens n'aient pas une réaction de fermeture à ces informations, n'aient pas une réaction spontanée de fermeture, parce que c'est vrai qu'en France, on n'est pas habitué à avoir cette perception globale. On saucissonne vraiment le patient et prend chaque truc dans son coin. Et parfois, quand on explique ça aux gens, ils comprennent pas, ils nous prennent un peu pour des gourous, des fous. On est encore en train de dire la posturologie, on n'y croit pas. Non, c'est pas on y croit pas. Oui. C'est de la neurophysio de base. Donc voilà, j'aimerais que ce soit plus logique dans la tête de tout le monde. Eh ben Mm. super, merci beaucoup. Bah, je Euh, merci. Où est-ce qu'on peut suivre ton travail ou te contacter? Alors, bonne question. Donc là, moi, je suis en train, c'est tout neuf. Je suis en train donc de créer une page Instagram qui s'appelle Entre quatre yeux. Mais le 4, c'est pas, c'est 4, K-A-T, comme Cathy, voilà, entre quatre yeux. Super joli. Euh, j'ai essayé de faire un truc rigolo. Euh, voilà, après, mon adresse, je peux aussi répondre par mail, voilà. Voilà, elle existe, hein, cette page. C'est juste que pour l'instant, elle n'est pas vraiment alimentée. Je suis en train de l'alimenter. Donc, vous pouvez me contacter par le biais de cette page ou par mail si je te donne le mail que tu noteras peut-être ensuite Ouais. en description, Et- je ne sais pas. Bah exactement, ouais, tu pourras me transmettre les informations et de toute façon, je le répète, c'est vrai, chaque fois qu'il y a un invité, soit vous pouvez entrer en contact directement avec Cathy et si vous avez des questions, vous pouvez passer par moi et je me ferai un plaisir de les adresser à Cathy. Ah ben, je te remercie beaucoup. Et j'en profite aussi pour dire, parce que j'ai créé aussi une formation pour les orthoptistes, une formation de posturologie spécialement vraiment dédiée aux orthoptistes pour leur faire mettre le pied à l'étrier, mais aux orthoptistes diplômés cette fois, parce que je donne des cours aussi aux orthoptistes étudiants. Mais donc voilà, et c'est pareil, il y a sur ma page, il y a quelques petites explications, mais il y en a d'autres qui vont arriver bientôt. Voilà. Super. Bah merci Mm. beaucoup. Merci, Euh, Adrien. Merci à toi. Merci pour cet C'était échange très qui était intéressant. vraiment super. À bientôt. Merci, ça me fait plaisir. À bientôt.